je vais mesurer la vitesse du mobile d'un temps initial à un autre temps final. Alors ce temps ti correspond à une certaine position, que j'appelle forcément y de ti, et je vais m'arrêter ici au temps tf. Mon intérêt ici, c'est le calcul de la vitesse moyenne sur l'intervalle de temps compris entre ti et tf. Alors à ce tf correspond une certaine valeur y de tf, forcément, et donc la distance parcourue, ce sera forcément la différence entre y de tf, qui est cette distance-ci, moins y de ti, qui est cette distance-là. Si je fais la différence de ces deux distances, j'obtiens bien sûr ici une différence de y de tf moins y de ti, que je vais appeler donc delta y, c'est le delta y qui est écrit là. L'intervalle de temps, j'en ai besoin forcément pour calculer la vitesse moyenne. Je dois prendre la distance parcourue divisée par le temps mis pour la parcourir, et ça je vais l'appeler tout simplement delta t. Et donc la vitesse moyenne sur l'intervalle ti-tf, c'est tout simplement le delta y sur delta t. Alors cette vitesse moyenne, bien sûr, elle va dépendre de l'intervalle qu'on prend. Si je prends un intervalle plus grand, ici je vais choisir un tf'. Le tf' plus grand que tf, ça veut dire que je suis ici sur un point un peu plus éloigné sur la courbe. On voit que la vitesse moyenne ici a changé. On voit qu'elle est plus petite en l'occurrence, la pente ici est plus faible, la vitesse moyenne sur cet intervalle-là est plus petite. Pour arriver bien sûr à la notion de vitesse instantanée, tu l'as déjà compris, il suffit de diminuer l'intervalle ici. On va tout simplement prendre un intervalle qui est plus petit, de manière à cerner ici une période de temps qui est plus petite et qui va nous conduire à cette notion de vitesse instantanée. Donc voilà, c'est ce que je fais. J'ai rapproché TF de TI, et à ce moment-là, les deux points ici sont très très proches. Quand on regarde une courbe de très près, en fait, on ne voit plus qu'elle est courbe. Il est très important de comprendre ça, pour que tu comprennes bien ça. Donc voilà, j'ai oublié de dire que le rapport de delta y sur delta t donnera toujours la vitesse. Mais pour que tu comprennes bien l'idée de la disparition de la courbe quand on regarde de près, je te montre ici une ligne de chemin de fer avec une très très belle courbe. Cette courbe, on la voit parce qu'on est loin de la ligne de chemin de fer, mais si maintenant je la regarde de très près, qu'est-ce que je vais voir? Je vais voir le rail de très près, et si je le regarde de très près, sur une distance de l'ordre du mètre, je ne vois absolument plus qu'il est courbe. C'est donc ça qui se passe ici. Si je regarde ceci de très près, la courbure a tout simplement disparu. Et ceci, c'est important, parce que quand on va calculer la vitesse qui est donnée par le rapport de la distance parcourue divisée par le temps mis pour la parcourir, on voit qu'on aura quelque chose qui sera indépendant du choix de l'intervalle de temps. Et ça devient quelque chose d'intéressant. Ici, j'ai pris un intervalle de temps qui est plus grand, mais la proportion entre delta y et delta t sera toujours la même, pour la simple et bonne raison que les deux triangles que j'ai ici, là le petit, maintenant le grand, sont des triangles semblables. Et on sait bien que les triangles semblables ont les mêmes rapports entre leurs côtés ici. Delta y sur delta t sera indépendant de l'intervalle. Qu'est-ce qui me dit que le delta t que j'ai choisi ici est suffisamment petit pour avoir ici une valeur de la vitesse qui va être indépendante du choix de delta t, qui me donnera donc une vitesse à un instant donné. Il n'y a rien qui me dit que la fonction y ne varie pas très rapidement. Voilà, si la fonction y varie très rapidement, j'aurai ici une fluctuation de la vitesse sur le temps delta t que j'ai choisi. Et donc là, on va de nouveau retomber avec cette notion de vitesse moyenne. On voit qu'on n'a de nouveau pas la vitesse instantanée. Alors pour éviter ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va introduire la notion de limite. On va travailler avec des valeurs de delta t qui tendent vers 0. Comme je prends un delta t qui tend vers 0, comme je l'indique ici, je pourrais toujours cerner la courbure ici de très très près, d'aussi près que je le veux, pour voir disparaître la courbure. Et c'est donc ce que je vais faire ici. Delta t devient, de cette manière-là, une grandeur infinitésimale. Quand on dit infinitésimale, tu dois le comprendre comme étant une grandeur aussi proche qu'on le veut de 0. Et bien sûr, si delta t est arbitrairement petit, c'est-à-dire est infinitésimal, ça veut dire que delta y aussi le sera, bien sûr. Et je pourrais bien maintenant tendre vers 0 aussi proche que je le veux. Je peux très bien continuer à diminuer ici delta t, j'aurai toujours des triangles semblables qui me donneront des delta y sur delta t qui auront toujours la même valeur. Et quelle valeur est-ce que ce sera? Ce sera tout simplement la valeur donnée par la pente qui est ici, c'est-à-dire la vitesse moyenne entre les deux points que j'ai ici, mais ces deux points se rapprochent de plus en plus et je pourrais donc parler de vitesse instantanée. Alors mathématiquement, le fait de passer à cette limite pour delta t tendant vers 0, on va l'écrire. On va tout simplement dire que le rapport de delta y sur delta t est considéré pour delta t tendant vers 0. Donc lim ici est tout simplement là pour limite. C'est la limite pour delta t tendant vers 0 de ce rapport.
Et ça me donne la vitesse que je peux donc appeler la vitesse instantanée, tout simplement. Je retrouve la notion de vitesse instantanée, je mets le temps t ici, je peux le faire, effectivement. Ce n'est plus une vitesse qui est réellement donnée sur un intervalle, puisque cet intervalle ici tend vers 0. L'intervalle θt tend vers 0, ça veut dire que tf est arbitrairement près de ti, et donc je peux dire que ceci est la vitesse au temps ti. Je ne sais plus réellement faire la différence entre tf et ti. Je réécris ici la définition de delta y. Delta y, c'est le petit intervalle ici, c'est la distance parcourue entre le temps ti et le temps tf, c'est donc bien y de tf moins y de ti, tel que c'est écrit ici. Et donc je peux expliciter ça en disant tout simplement que tf, c'est ti plus delta t. Je vais tout simplement m'affranchir ici de tf, de manière à exprimer delta y en fonction de delta t. Et donc je vais remplacer tf par ti plus delta t. C'est donc ce que je vais faire ici. Je vais écrire le delta y ici qui vaut y de tf moins y de ti, c'est y de ti plus delta t, puisque tf c'est bien ti plus delta t, forcément. Ti plus delta t, ça me donne bien tf. Ce que je vais faire maintenant, c'est tout simplement supprimer ici le i. Le ti ici n'est plus nécessaire en fait, puisque ti je peux le choisir comme je veux, forcément. Je pouvais choisir le temps initial où je voulais. Et donc je vais généraliser cette expression en enlevant le petit i ici et en disant que j'obtiens ça pour n'importe quel temps t. Et donc le temps ti, je vais le remplacer par t. Tf ici je vais l'écrire tout simplement t plus delta t. Je vais faire la même chose ici, tf c'est t plus delta t, ti c'est t, voilà, c'est tout simplement ça. Et je vais faire la même chose ici, je supprime le i, de manière à obtenir une expression un peu plus légère qui me montre clairement que j'ai obtenu ici une fonction v dépendante du temps, c'est la fonction v de t qui est en fait la dérivée de la fonction y, et ceci est tout simplement la définition de la dérivée de la fonction y de t. La notion de limite ici n'est pas très confortable, c'est même des fois lourd à écrire quand il faut calculer des dérivées sur papier. Donc voilà, on va s'en affranchir, en fait on va tout simplement introduire une nouvelle notation. On va décider que quand delta t tend vers 0, alors on peut remplacer delta t par une nouvelle notation ici qui est tout simplement dt. Quand delta t tend vers 0, je vais le remplacer par dt. Et ça me permet d'éliminer ici la limite. Le y de t plus dt moins y de t, on va être cohérent, on va appeler ça forcément dy. Avant, on l'appelait delta y, mais maintenant, je vais l'appeler dy. C'est devenu une grandeur arbitrairement petite, une grandeur infinitésimale qu'on va appeler en fait la différentielle. C'est la différentielle de y, tout comme ceci, c'est la différentielle du temps. Je peux regarder ici maintenant, à la loupe ici, ce que je fais, je peux représenter le dt comme étant un tout petit intervalle de temps. En réalité, je ne pourrais pas le représenter parce qu'il est aussi proche de 0 que possible. Et le delta et le dy ici, de même. Mais n'empêche, le rapport de dy sur dt va donner ici la pente de la fonction, qui est donc la dérivée. Et donc si j'introduis dy et dt ici, le delta y sur delta t devient tout simplement dy sur dt. Et on a ici donc l'écriture de la dérivée de la fonction y par rapport au temps. C'est le taux de variation de la grandeur y qui représentait la distance parcourue par rapport au temps, c'est bien la vitesse. On a donc vu ce que c'est que la dérivée. La dérivée, c'est tout simplement cette grandeur-ci. C'est un rapport de deux différentiels. On est parti de la notion de différence qui permettait de définir la vitesse moyenne. Quand je prenais la distance parcourue divisée par l'intervalle de temps nécessaire pour parcourir cette distance, j'obtenais bien une vitesse. Mais ça, c'est une vitesse moyenne qui n'était pas une vitesse instantanée. Ici, j'ai réduit cette différence à une différentielle, à un élément infinitésimal. J'ai fait le rapport de delta y qui est devenu dy sur delta t qui est devenu dt, et j'ai obtenu donc la vitesse instantanée. Et ça, c'est bien ce qu'on appelle la dérivée. Ceci est la dérivée de la fonction y'. Alors ce qui est très important de comprendre également, c'est que la dérivée est une fonction. Je l'ai bien mis ici, v est fonction du temps. Et je l'ai représenté ici. En tout cas, j'ai représenté son graphe. Alors on peut expliquer son graphe ici, on peut expliquer cette forme-là, mais avant de faire ça, je vais insister sur le fait que v de t a des dimensions qui sont différentes de y. Ceci est très important. Si je pars avec des centimètres ici et des secondes pour le temps, voilà, forcément, la vitesse est donnée en centimètres par seconde. On le voit ici. Si y est donné en centimètres, la différence des valeurs de y en dt et en t, ça sera forcément aussi des centimètres. Et si le temps est donné en secondes, la différence entre le temps initial et le temps final,
c'est-à-dire dt, sera donné en secondes. C'est bien des centimètres par seconde. Pourquoi est-ce qu'il se graphe à cette allure-là? Tout simplement parce que ici, je démarre avec une pente importante. Si la pente est importante, ça veut dire que la vitesse est importante. Et si la vitesse est importante, je mets ici le fait que la vitesse est une grande valeur. Ok. Pour ce temps-là, en tout cas, représenté par la ligne pointillée, la vitesse est importante. Maintenant, je me déplace et je vois ici que la pente est plus faible que tout à l'heure. Si elle est plus faible, je suis obligé de me rendre compte que maintenant j'ai une valeur de vitesse qui est plus faible que là. Et je peux comme ça continuer. Je vois que j'arrive ici au maximum. Au maximum, j'ai une pente qui est tout simplement nulle. Je suis sur l'horizontale. Ici, t a beau varier, je n'ai aucune variation de y. C'est bien représenté par ici. Le taux de variation de y en fonction du temps est tout simplement nul à cet endroit-là. Je peux faire varier le temps ici, y ne varie plus. C'est représenté par sa dérivée qui est nulle, tout simplement. Et quand j'arrive ici, j'arrive à quelque chose qui sera négatif. Ici, on a une pente qu'on peut voir comme étant négative, et ça correspond à cette valeur négative ici.